19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 18 octobre 2023. Le délibéré du procès qui oppose les deux ailes de l'USN est tombé ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le juge s'est déclaré incompétent et déjà les plaignants ont interjeté appel. Le point avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Moussa. Censé trancher entre le congrès de Tawa et celui tenu à Niamey, le juge s'est finalement déclaré incompétent. C'est ce qui ressort du verdict du procès qui oppose les scolaires nigériens pour la mise en place du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Pour les accusés, c'est-à-dire les congressistes de Niamey, ce délibéré est une victoire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hier, nous avons annoncé que nous avons foi à la justice. Nous pensons que le juge dira le droit et c'est ce que le juge avait eu à faire. Aujourd'hui, le juge, par rapport à la requête du clan de la Fada de Tawa, s'est déclaré incompétent. Par voie de conséquence, nous, scolaires nigériens de l'USN, du comité directeur de l'USN et toute la base, remercions Allah le Tout-Puissant de nous avoir démontré ce mercredi par lequel le juge a eu à mettre fin à toute cette zizanie en se déclarant incompétent par rapport à une certaine requête pour suspendre les activités du congrès, du 14e congrès statutaire de l'USN, réunissant toutes les sections légitimes de l'USN. Par voie de conséquence, c'est une fierté, une réjouissance qui nous anime aujourd'hui. Pour les plaignants, c'est-à-dire les congressistes de Tawa, ils ne comptent pas rester là. D'ores et déjà, ils ont interjeté appel. Notre appréciation est que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce qu'après avoir se déclaré incompétent, le juge dit qu'il y a contestation. Et il y a contestation, voilà pourquoi nous avons déjà interjeté appel et nous avons la ferme conviction que si on va dans le débat à fond, nous allons gagner ces procès-là. Nous allons gagner ces procès parce que nos adversaires ont même demandé, n'est-ce pas, que le juge se déclare incompétent parce qu'ils estiment que si on part au fond, ils vont tomber. Alors voilà pourquoi nous estimons que, en tout cas, ce verdict est satisfaisant pour nous. Et Inch'Allah, nous allons partir au fond et nous allons prendre le dessus sur eux. Ce feuilleton judiciaire au sein du monde scolaire va donc se poursuivre. Dans les jours à venir, il y aura un autre jugement. La justice doit trancher pour avoir une représentation unique pour l'ensemble du monde scolaire nigérien. Voilà un reportage de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Les femmes engagées du Niger ont tenu ce matin un sitting à la devanture de la représentation pays de la CEDEAO 6 en face de l'hôtel Bravia. Une déclaration a été rendue publique par ces femmes à l'issue de cette manifestation. Le résumé avec Adamou Soumana. Le choix de ce lieu pour la présente mobilisation des femmes engagées du Niger n'est pas fortuit, car il s'agit là de la représentation pays de l'institution sous-régionale qui a injustement imposé au Niger les sanctions les plus iniques et cyniques suite aux événements intervenus le 26 juillet dernier. Ainsi, après avoir dénoncé ces sanctions, les manifestantes ont tenu à lever tout équivoque sur leur présence en ces lieux. Notre présence massive ce matin ici ne consiste pas à quémander l'indulgence de la CEDEAO et de l'UEMOA, mais en tant que citoyen, a dignement exigé dès la levée de ces sanctions iniques. Nous mettons ces institutions, les États membres, ainsi que les dirigeants devant leurs responsabilités historiques face à tout ce qui se passe dans notre pays. En tant que maire, nous appelons les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA. La CEDEAO, l'UEMOA, le PNF, la femme nigérienne, la femme nigérienne. En tant que maire, nous appelons les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA à revoir leur position, de faire place à la raison et de donner chance au dialogue. Des pays voisins avec des relations historiques séculaires doivent pouvoir se parler, considérer l'intérêt des peuples et ne pas cautionner une vision dictée de contrées lointaines pour des intérêts mesquins sans lien avec les préoccupations de notre espace. Aussi, les femmes engagées tiennent à réitérer leur soutien sans faille aux nouvelles autorités du pays. Nous tenons à réitérer sans embâche notre pleine et entière adhésion aux idéaux et projets de libération, de justice sociale, de bonne gouvernance,
et de sécurité portée par le CNSP. Nous réaffirmons notre ferme engagement à soutenir les initiatives du CNSP. Nous exprimons notre entière disponibilité à accompagner le CNSP dans toute lutte qu'elle engagera pour recouvrir la souveraineté et la dignité du Niger. Nous exigeons de la CEDEAO et de l'UMOA la suppression immédiate et sans condition des lourdes sanctions prises contre le digne peuple du Niger. Enfin, nous invitons le peuple nigérien à rester soudé, solidaire, mobilisé et engagé à non seulement faire échec à tout projet sinistre ourdi ailleurs, mais aussi à contribuer à l'atteinte des objectifs nobles du CNSP. Des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie présents pour la circonstance ont, au nom du chef de l'État, le général Tiani Abdourahmane, loué l'engagement de ces braves femmes, preuve de leur amour sans faille pour la patrie et sa souveraineté. Du sport, dans cette édition, le MENA national est rentré au Bercail aujourd'hui, même après un séjour au Maroc dans le cadre de la journée FIFA du mois d'octobre. Au royaume chérifien, les poulains de Zakaria ou Ibrahim ont livré 2 matchs amicaux, un contre la Somalie et un autre contre la Libye. Une victoire et un match nul pour le MENA. Le résumé avec Ibrahim Tikiri. Le MENA national du Niger a affronté ce mardi 17 octobre à Casablanca les chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des matchs de la journée FIFA du mois d'octobre. Au terme de la rencontre, les Nigériens et les Libyens se sont séparés sur le score d'1 but partout. Le but nigérien a été marqué par le jeune Sabo Amadou à la 76e minute. Le sélectionneur par intérim Zakariaou analyse le match. Il justifie vraiment la physionomie de ce match. Donc, s'il faut globalement faire une analyse, moi je crois que vraiment nous sommes satisfaits vraiment du rendement, n'est-ce pas, de la prestation de nos joueurs. Parce que c'est une nouvelle équipe qui est en train de naître et il y a de nouveaux joueurs qui adhèrent à ce projet de jeu. Et nous ne pouvons qu'être satisfaits de leur comportement. Et surtout que nous étions menés 1-0 à pratiquement un quart d'heure du match. Et les enfants ont poussé avec un mental très fort. Ils ont pu égaliser. On a eu même derrière des situations, ou même 1 ou 2 occasions où on pouvait forcer l'addition, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Après une période d'inefficacité, le MENA national renoue avec le succès avec cette journée FIFA. 3-0 contre la Somalie et 1 but partout contre la Libye. Des lueurs d'espoir pour le futur pour un groupe assez rajeuni. Bon, je pense que déjà c'est un point positif. Ça faisait à peu près 2 ans je crois qu'on n'avait plus gagné. On a regoûté à la victoire. Il y a un deuxième match avec un match très satisfaisant par un match nul. Donc voilà, il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui ont eu leur chance. Tout le monde a eu sa chance pour prouver les choses. Maintenant, on se focalise vraiment sur les éliminatoires au mois de novembre, Inch'Allah. Et on espère le meilleur pour la suite. Donc voilà, il faut continuer à travailler, rester concentré. Et puis la suite, ça va venir avec le temps, Inch'Allah. C'est cette fois-ci général pour le staff technique et la fédération au sortir de ces 2 matchs soldés par une victoire et un match nul. Cependant, le travail doit continuer avec une conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes pour faire honneur à notre patrie. C'est un bilan satisfaisant parce que sur les 2 matchs, nous avons fait une victoire 3-0 contre la Somalie, une victoire probante. Elle aurait pu être encore plus sévère si on avait été un peu plus concentré. Et puis un nul contre une belle équipe libyenne, 1 but partout. Donc je pense que ces 2 matchs sont couronnés de succès, je peux le dire. Surtout, il ne faut pas oublier l'objectif également, c'est que c'est une étape charnière, comme on le dit, cette journée FIFA. Nous sortons des éliminatoires de la CAN 2023 et nous allons entamer dans quelques semaines les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cela donc a permis au staff technique de voir les joueurs en situation réelle et de faire toutes les analyses possibles vis-à-vis en tout cas de ce que nous avons comme vivier en tant que joueur. Et je pense qu'il faut aussi se féliciter aussi que c'est un groupe qui est très jeune. 11 équipes, 11 joueurs provenant de moins de 20 ans et de moins de 23 ans ont accédé à l'équipe première, à l'équipe A du MENA. Je pense qu'il faut s'en féliciter, c'est dire que nous avons offert quand même un avenir à notre football. Si on continue le travail, on peut espérer mieux pour les prochaines éliminatoires, parce qu'il ne faut pas oublier également que les éliminatoires de la CAN 2025 vont également
exécuté normalement en 2024. Ça veut dire qu'il faut continuer à mettre l'accent sur le travail et les sacrifices nécessaires pour avoir une bonne cohésion d'équipe. C'est vrai, il y a certains joueurs on a remarqué vraiment qui étaient fatigués, n'est-ce pas? Donc certainement qui n'ont pas beaucoup de mal dans les jambes. Et nous osons espérer que vraiment, arrivés dans leur club, ils vont continuer à travailler dur, n'est-ce pas, pour revenir très fort en novembre prochain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce succès du 11 national à cette journée FIFA va permettre à notre pays de glaner des points au classement FIFA, mais aussi de mieux préparer les échéances futures qui s'approchent à grands pas, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui démarreront, Inch'Allah, en novembre prochain. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique qui traite aujourd'hui des relations diplomatiques en droit international. Ce sujet est traité par Maître Alfred Gobachi. Très bonne réception à vous. Je voudrais dans un premier temps expliquer un certain nombre de concepts tels que celui de chef de mission diplomatique. Alors, quand on considère la Convention de Vienne de 1961, mais d'abord je voudrais rappeler que c'est une convention qui a été faite à Vienne le 18 avril 1961 et qui est entrée en vigueur le 24 avril 1964. C'est une convention des Nations Unies, évidemment. Et au terme de l'article 1er de cette convention, il est stipulé que l'expression chef de mission diplomatique s'entend de la personne chargée par l'État accréditant d'agir en cette qualité. Le chef d'une mission diplomatique s'entend de cette personne qui a été accréditée par un État dans un autre État afin d'agir comme chef de mission diplomatique, c'est-à-dire d'agir en cette qualité. Et l'expression membre de la mission s'entend du chef de la mission lui-même et des membres du personnel de la mission. Alors, quant à l'expression membre du personnel de la mission, cela sous-entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission. Voilà ce qui est entendu comme membre du personnel de la mission et aussi chef de mission diplomatique ou membre de mission. Le chef d'une mission diplomatique a un rôle qu'il joue dans l'État dans lequel il a été accrédité. C'est en ce sens que, au terme de l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les fonctions d'une mission diplomatique conduite par un chef de mission, je paraphrase, consistent notamment à, et là je cite, premièrement, représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Donc, dans le contexte actuel, un pays, c'est-à-dire la France, a accrédité un ambassadeur ou un chef de mission dans un autre pays. Donc, l'État accréditant donne pouvoir ou donne mandat à son chef de mission diplomatique de le représenter dans le pays accréditaire. Et là, vous voyez que quand ces chefs de mission viennent, ils présentent leur lettre de créance aux autorités du pays dans lequel ils sont accrédités. Donc la première mission, conformément à l'article 3 de cette convention, c'est de représenter l'État accréditant dans l'État accréditaire. La deuxième mission que je peux citer également ici, c'est celle de négocier avec le gouvernement accréditaire. En fait, il y a plusieurs obligations. Je vous prends quelques-unes des obligations.
il y a également ce rôle de promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles, scientifiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire. S'informer par tous les moyens licites des conditions de l'évolution des événements dans l'État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État accréditant. Mais tout ceci se fait dans un cadre, comme il a été stipulé dans cet article 3, de relations amicales, de relations fraternelles, culturelles, etc. Donc, en quelque sorte, voilà quelques-unes, je dis bien quelques-unes, des obligations ou des fonctions d'une mission diplomatique dans un État. Maintenant, la question d'actualité dans notre pays se retrouve surtout à l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Alors, lisons cette disposition. Il est stipulé qu'au terme de l'article 9 de cette même convention, l'État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique que nous avons défini tout à l'heure de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant même d'arriver sur le territoire de l'État accréditaire. La ligne 2 dispose que si l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent au terme du paragraphe 1 du présent article, l'État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. Je pense que cette disposition est assez claire pour être comprise. Il n'y a pas véritablement beaucoup de termes techniques qui seront difficiles ici à comprendre par nos populations. Donc, il est tout simplement dit, si vous voulez en français facile, que voici un État qui accrédite un chef de mission auprès de l'État accréditaire. Maintenant, que l'État accréditaire, celui vers lequel on envoie un chef de mission diplomatique, au terme de cette disposition de l'article 9, peut à tout moment et sans avoir à se justifier ou sans avoir à donner des raisons quelconques, déclarer cette même personne accréditée personne non grata ou bien personne non acceptable. Et que si par ailleurs, malgré cette décision de déclarer une personne non grata ou bien non acceptable, l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable ses obligations, alors dans ce cas, l'article 9 de la Convention de Vienne ouvre la possibilité à l'État accrédité, l'État qui reçoit le chef de mission diplomatique. Donc cet État-là peut refuser de lui reconnaître la qualité de membre de la mission diplomatique. Donc voilà en clair ce que veut dire l'article 9 de la Convention de Vienne. Et donc, je crois que beaucoup suivent avec intérêt ce qui se passe dans notre pays. Et cela, ou bien cet article 9, explique pourquoi nous avons vu le départ de l'ambassadeur de France au Niger. Ce n'est pas comme ça qu'il était parti, mais cela fait suite à une série d'événements. Et donc, vous comprenez bien que cet article 9 donne pouvoir aux autorités de mettre fin ou bien de déclarer une personne non acceptable ou bien non grata. Et suite à cette décision, l'alinéa 2 dit que tout simplement,
l'État accréditant a l'obligation d'exécuter cette décision des autorités. Et si l'État accréditant n'exécute pas la décision, les autorités ont la possibilité de refuser de reconnaître à la personne déclarée non grata la qualité de membre de la mission diplomatique. Et donc si on refuse cette qualité, imaginez toutes les conséquences qui suivent. C'est-à-dire que la personne n'exerce plus en cette qualité. Juridiquement, voilà ce que prévoit l'article 9. Et je crois qu'avec cette lecture, vous comprenez très bien les conditions dans lesquelles nous avons assisté à cette situation entre le Niger et la France. Donc voilà un peu schématiquement ce que je voudrais partager avec nos populations, nos compatriotes, afin qu'ils voient les mécanismes utilisés selon la Convention de Vienne, ou bien qu'est-ce qui explique peut-être que beaucoup sont dans des zones reculées, ne maîtrisent pas ces concepts, ne comprennent pas l'actualité, peut-être ont entendu que le Niger a fait partir un ambassadeur, etc. Donc, cela se résume tout simplement à cette disposition de l'article 9 qui explique les conditions dans lesquelles un État peut... Et cela, ce n'est pas propre au Niger, hein, il faut le dire. C'est une convention internationale, c'est une convention des Nations Unies. Cela peut se passer dans n'importe quel pays. Et c'est un truc, ou bien si vous voulez, c'est une situation, excusez, qui peut être courante dans les relations diplomatiques. Et ce n'est pas la première fois que nous avons vu une personne déclarée non grata dans plusieurs pays. Nous avons vu des chefs de mission diplomatiques déclarés non grata ou bien personne non acceptable. Et cela a amené les conséquences qui ont suivi, c'est-à-dire le départ de ces personnes. Donc, dans les relations diplomatiques, c'est des situations qui arrivent dans tous les pays du monde. C'est une convention à l'échelle planétaire. Ce n'est pas seulement un cas spécifique au Niger. Si demain, par exemple, dans un pays voisin ou bien demain dans un autre pays, loin de notre pays, les autorités décident de retirer leur confiance ou bien décident de déclarer une personne non acceptable dans ces pays-là, eh bien, ce serait cet article 9 qui va s'appliquer. Donc, ne pensons pas que c'est le propre du Niger ou bien cela est spécifique au contexte dans lequel nous sommes. C'est du droit. Le droit est général dans son application et il ne vise pas X ou Y. C'est une application qui régit l'ensemble des États concernés ou bien l'ensemble des États, disons. Il faut voir ce qui dispose concrètement l'article 9. L'article 9 est sans embâche et il est clair. Écoutez l'alinéa 2. Si l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable, donc déjà vous voyez là qu'il y a une sorte d'obligation au niveau de l'État accréditant, puisque l'État accréditeur a déclaré une personne ou bien un chef de mission non grata. Cela veut dire tout simplement qu'elles ne reconnaissent plus cette personne, elles ne veulent plus continuer les relations ou bien à travailler avec cette personne. Donc, et là, l'article 9, alinéa 2, dispose que l'État accréditant doit tirer les conséquences, doit assurer ses obligations. Et ces obligations consistent tout simplement à rappeler cette personne, à la faire partir de l'État. Maintenant, si cela n'est pas fait, cela constitue tout simplement une violation du droit international. Et en cas de violation du droit international, les autorités ont la possibilité de prendre des décisions telles que nous les avons vues dans le cas d'espèce. Puisque c'est du droit, le droit est violé. Et au-delà des décisions que peuvent prendre les autorités, nous avons vu, il y a également plusieurs autres voies de recours, la voie judiciaire. Et je crois que dans le cas du Niger, la voie judiciaire a été utilisée puisque la justice a été saisie. Nous avons vu une décision de justice qui a acté cette décision des autorités. Donc vous voyez, à ce niveau-là, il n'y a pas de polémique à se faire. Le droit est clair. Il y a des obligations qui incombent à chacune des parties. Et c'est une partie, puisque c'est une convention. Une convention sous-entend que vous avez accepté les obligations qui découlent. Donc si vous ne respectez pas les obligations qui découlent, c'est comme si vous violez le droit. Et en cas de violation du droit, eh bien, cela appelle également à des mécanismes de sanctions, etc. Donc voilà, en fait, ce que nous pouvons dire sur cette question.